Imaginez un monde où l'humanité a disparu de la surface de la Terre. Plus de lumière, plus de villes, juste des tunnels, des portes en pierre et des gens qui murmurent dans le noir. Ce monde a existé et on l'a retrouvé. En Turquie, à Derinkuyu, des archéologues ont mis au jour une véritable ville souterraine capable d'abriter jusqu'à 20 000 personnes. Des étables, des cuisines, des écoles, des églises, à 80 mètres sous terre. Une ville vivante creusée dans le silence. Mais Derinkuyu n'est pas une exception. D'autres cités souterraines, d'autres abris, d'autres mondes intérieurs existent un peu partout dans le monde. Des lieux qui semblent tous répondre à la même peur, celle de la faim. Alors pourquoi des humains ont-ils vécu sous terre ? De quoi avaient-ils peur ? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que des gens vivent encore sous terre ? Bienvenue dans l'un des chapitres les plus enfouis, littéralement, de notre histoire. Est-ce qu'il y a eu de la vie sous terre ? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais hâte d'aborder ce sujet avec vous ici. J'en avais déjà un petit peu parlé dans les lieux qu'on pouvait visiter en Europe. Je vous mets d'ailleurs un lien juste ici si vous voulez aller checker à la fin de la vidéo. Où bizarrement on retrouve des tunnels qui mènent des fois nulle part mais qui s'enfoncent profondément dans la terre. Et aujourd'hui on va aborder, vous allez voir, 4 ou 5 lieux un peu emblématiques qui laissent penser qu'à un moment ou à un autre dans notre civilisation, ou dans une civilisation bien sûr plus ancienne, on a vécu sous terre. Alors pour quelles raisons ? Est-ce que c'était pour les guerres ? Est-ce que c'était pour une catastrophe climatique ? Est-ce que la surface de la Terre n'était plus habitable ? Vous allez voir qu'il y a pas mal de théories qui tournent et pas mal d'hypothèses, mais il y a surtout pas mal d'exemples inexpliqués qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer avec le premier exemple qui est en Turquie. C'est pour ça que vous avez des images derrière moi de la ville de Cappadoce, parce qu'on va parler de Derinkuyu. Nous sommes donc à Cappadoce, au centre de la Turquie. Sous ce paysage lunaire, fait de tufs volcaniques, quelqu'un, il y a des millénaires, a commencé à creuser et ne s'est jamais arrêté, littéralement. Résultat, la ville de Derinkuyu, qui s'enfonce sur près de 85 mètres de profondeur sur plusieurs étages, c'est littéralement comme un bâtiment de 25 étages à l'envers, dans le sol. Avant d'aborder justement à quoi servait cet espace, il faut se rendre compte de la complexité de faire un lieu pareil. Il n'y a rien de technique, on ne parle pas de quelque chose d'hyper lisse ou d'hyper droit ou avec des angles, avec des mesures bizarres. Non, là on parle juste le fait de pourquoi est-ce que on a creusé si profondément sous terre pour se cacher de quelque chose, comme je l'ai abordé dans l'intro, ou pour d'autres raisons. Mais vous allez voir que c'était pas juste pour faire des parties de cache-cache, parce qu'il y avait des cavités un petit peu partout, vous pouvez le voir littéralement sur ce schéma. Il y a vraiment des petits endroits où les gens habitaient et où il y avait justement des stockages. C'était littéralement une société entière qui était organisée et dans ces différents endroits, il y avait des écuries pour les animaux, des zones de stockage, des presses à vin et à huile, des salles d'école, une église qui était tout en bas. Alors, quand on voit ça, on peut pas se dire « Ok, c'était juste pour aller s'enfuir un petit moment ». Quand on construit une ville qui fait comme un immeuble de 25 étages, avec toutes ces spécificités de pouvoir avoir une école, une église, des salles de presse, des endroits de stockage pour les animaux, bah c'est que c'est pour y vivre longtemps. Ou du moins pour se préparer à y vivre longtemps. Parce qu'une catastrophe est arrivée ou parce qu'on attend quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, moi, vous le savez, je suis suisse, je vis à Genève. À Genève, et je crois même dans toute la Suisse, c'est obligatoire d'avoir dans chaque immeuble et chaque maison un bunker anti-atomique. Évidemment qui est enfoui sous le sol. Savoir que la Suisse n'a fait jamais aucune guerre, vous le savez peut-être, mais c'est une obligation. C'est-à-dire que demain, vous achetez ou vous faites construire une maison en Suisse, faut qu'elle ait un bunker, sinon elle n'est pas aux normes. Et encore une fois, c'est de la vie sous terre. Petite corrélation que je voulais faire là, que je trouve intéressante, mais voilà, petite anecdote. Et donc sur chacun de ces petits niveaux et ces cavités, à Derinkuyu, on pouvait les isoler grâce à des pierres, d'immenses pierres qui roulaient, qui faisaient office de porte. C'était littéralement pour bloquer le passage. Comme vous le voyez, c'est pas des petites portes, c'est des énormes roues qu'on roulait et qui fermaient. Donc, encore une fois, quand on ferme, c'est qu'on veut se protéger de quelque chose, selon moi. Pourquoi est-ce que j'aborde beaucoup ce sujet-là ? Parce que vous allez voir, plus on avance, en fait, Derinkuyu, j'ai vu un reportage là-dessus, notamment de quelqu'un de qui j'ai déjà abordé le sujet ici, c'est Graham Hancock. Il a été visiter la ville de Derinkuyu, j'espère pouvoir y aller un jour et évidemment vous emmener avec moi. C'est situé, comme je vous le disais, en dessous de Cappadoce. Mais ce qui est étrange sur le fait de se protéger de la guerre, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les archéologues estiment, c'est que c'était un refuge pour justement les invasions contre les persécutions religieuses, donc littéralement des guerres. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a qu'une seule sortie, ou du moins qu'une seule entrée. Donc quand on se protège d'invasions et de guerriers et d'une armée, on ne fait pas qu'une seule sortie, parce que sinon les mecs ils vous attendent comme ça à la sortie, et puis c'est pas bien compliqué, ou alors ils mettent de l'eau dedans, ou alors ils font en sorte de sceller l'entrée et vous êtes piégé à vie. Sauf si vous ressortez en creusant ailleurs, évidemment, il y a toujours des alternatives. Mais c'est pas fait comme ça.
C'est fait avec une seule sortie. Donc le côté guerre, j'y crois un peu moins. Vous allez voir qu'il y a évidemment d'autres théories qui sont plus controversées, des hypothèses qui parlent notamment d'une période que j'ai pas encore abordée sur cette chaîne qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'on appelle le Dryas récent. Le Dryas récent, c'est un cataclysme planétaire qui a eu lieu il y a 12 800 ans et où globalement, pendant plus de 1000 ans, la surface de la Terre n'était pas habitable. Aujourd'hui, Derinkuyu est peut-être une des traces les plus logiques à ce mode de vie si la surface de la Terre n'est pas habitable. La date de construction de Derinkuyu date environ de 3000 ans, au 8 ou 7e siècle avant notre ère, donc du coup, ça correspondrait pas à cette période du Dryas récent qui, elle, équivaut à 12 800 ans. Aujourd'hui, c'est ce qu'on sait de cette période-là. On estime que Derinkuyu a été construit entre le 8 et le 7e siècle, mais peut-être que c'est beaucoup plus vieux. Et on ne le sait pas. Et du coup, évidemment, Graham Hancock, lui, estime, alors je donne sa théorie à lui, ça ne veut pas dire que moi j'y crois, mais j'expose des théories, il estime qu'en fait, vu que les civilisations savaient, ou du moins commençaient à vivre ce Dryas récent, c'est-à-dire cette période glaciaire qui a littéralement rendu la Terre inhabitable, et bien que les gens sont allés s'enfouir sous terre. Alors pourquoi sous terre? Parce que sous terre, la température est à peu près constante, ça protège évidemment de la surface, vous pouvez vous réchauffer, et dans Derinkuyu, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils avaient fait des cheminées d'évacuation. Littéralement, comme une cheminée qu'on a aujourd'hui, sous terre et creusée du coup vers le haut. Donc encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à un endroit où on va pour vivre longtemps, pour se protéger et pour préserver une civilisation. Du coup, c'est la théorie de Graham Hancock contre celle des archéologues qui, eux, pensent que Derinkuyu a été justement creusé pour se protéger des invasions, notamment celle des chrétiens byzantins. Mais voilà, c'est aujourd'hui ce qui est accepté, en tout cas, on dit que c'est ça, mais moi j'aime beaucoup aller dans les théories alternatives, vous le savez, c'est intéressant d'ouvrir le spectre à des vérités de notre histoire qui sont différentes, et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Derinkuyu reste une preuve tangible que l'humanité a déjà vécu dans l'obscurité et sous terre, et vous allez voir, en restant en Turquie, on va aller voir une nouvelle ville souterraine, mais cette fois beaucoup plus impressionnante, celle de Matyat. On est en 2020, dans la ville de Midyat, au sud-est de la Turquie. Un ouvrier découvre par hasard un trou derrière un mur. En creusant, il tombe sur un tunnel, puis un autre, puis encore un autre, et ça ne s'arrête jamais. Ce qui vient d'être révélé, c'est Matyat, une ville souterraine colossale, encore en cours de fouille aujourd'hui. Des millions de mètres carrés de galeries, certaines datent de plus de 2000 ans. Et encore une fois, on retrouve à peu près la même chose qu'à Derinkuyu. À l'intérieur, il y a des espaces d'habitation, des zones de stockage, des lieux de culte, des catacombes et des ustensiles qu'on utilisait au quotidien. Là, on se rend compte que dans le même pays, on se retrouve avec deux villes souterraines. Et vous allez voir que, pour le coup, la Turquie recèle de secrets absolument incroyables. J'avais d'ailleurs abordé le sujet de Göbekli Tepe, qui est un des plus grands mystères archéologiques de la Terre, parce que, littéralement, ça remet en question la hiérarchisation de notre civilisation avec les Sumériens, et qui la recule de 6000 ans avec Göbekli Tepe. Mais encore une fois, je vous promets que le jour où on va aller en Turquie, ensemble évidemment, j'irai faire le tour de tout ça parce que c'est impressionnant. Aujourd'hui, Cappadoce est connu pour ses montgolfières. Pas mal de gens connaissent Derinkuyu, mais pas sous une alternative un peu différente comme on aborde ici. Donc c'est ça qui est très intéressant. Mais revenons à Matyat, parce que je m'égare. C'est une ville du coup qui est gigantesque. Les archéologues pensent que différentes communautés religieuses se sont succédées à Matyat parce qu'en fait on se rend compte que ça a été creusé à différentes périodes et évidemment dans la région de la Turquie il y a eu plusieurs religions qui se sont succédées, notamment les païens, les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est là qui est incroyable, c'est qu'ils creusaient toujours plus en plus profond pour survivre, se cacher, pour prier et pour attendre. Mais quoi ? Encore une fois, c'est là où, en fait, on connaît ces villes, elles sont à analyser encore parce qu'elles ont été trouvées, par exemple, Matyat en 2020, c'est très très récent. C'est pour ça que moi je trouve ça fascinant, c'est parce que, en fait, on accepte des choses dans notre histoire qui aujourd'hui, au jour le jour, on peut remettre en question avec les découvertes. Et là, ça en est une. Pourquoi est-ce qu'une ville aussi gigantesque, ça fait littéralement 100 fois la taille de Derinkuyu. Rendez-vous compte le nombre de personnes qu'on pouvait mettre là-dedans. À Derinkuyu, on pouvait mettre 20 000 personnes. Là, c'est littéralement une ville, c'est la moitié de la ville de Genève qu'on pouvait mettre sous terre. Là, je pense que quand on parle de se protéger des guerres, là, on est vraiment à côté de la plaque. C'est vraiment pour vivre sous terre. Et encore une fois, on ne sait pas pour quelle raison spécifique il faudrait vivre sous terre. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Matyat, c'est gigantesque, ça fait 100 fois Derinkuyu. On pouvait y mettre pratiquement en nombre d'habitants la moitié de la ville de Genève, mais c'est juste un labyrinthe géant qui est encore analysé aujourd'hui, fouillé par les archéologues. On va maintenant quitter la Turquie pour se rendre en Europe, à Malte, pour aller voir un des sites du néolithique les plus étranges jamais faits, l'hypogée de Al-Salfieni. On est sur la ville de Paola, à Malte, où se cache l'une des villes les plus bizarres du monde, creusée il y a 6000 ans sur 3 niveaux. Ce complexe souterrain servait à la fois de nécropole que de temple
rituel. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait des choses intéressantes à voir à Malte, notamment un endroit qui est un site archéologique qui est aligné avec les étoiles qui s'appelle Gigantia. Hâte d'y aller aussi, à chaque fois je dis j'ai hâte d'y aller, mais promis on ira à tous ces endroits ensemble. Mais Al Salfienich, je suis désolé, c'est trop dur à dire, je suis obligé de le lire. C'est vraiment un endroit qui sort de l'ordinaire. Ça date du néolithique, donc il y a 6000 ans. Quand vous regardez les images, ça ressemble littéralement comme à un temple. Effectivement, un temple où vous pouvez faire un rituel, mais je sais qu'il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que les murs sont peints à l'ocre rouge, les couloirs sont sculptés avec une précision mais vraiment étonnante, et certaines salles, comme la fameuse chambre de l'oracle, que j'ai trop hâte d'aller voir un jour, elle possède une acoustique parfaite. Alors, ça amplifie la voix comme un instrument de musique. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que, et je vais vous mettre des images un peu en avant-première ici, dans cette vidéo pour la première fois, ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu la chance d'aller sur un des sites les plus énigmatiques du monde, c'est les grottes de Barabar en Inde. J'ai pu y aller avec l'équipe de BAM, que vous connaissez peut-être, la chaîne bâtisseur de l'Ancien Monde, et j'ai tourné un reportage là-bas qui va sortir normalement à la fin de cette année. Je vous mets quelques images de ce que j'ai vu là-bas, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que là-bas aussi, il y a une acoustique parfaite. Donc c'est-à-dire qu'à l'autre bout du monde, ce n'est pas du tout fait de la même façon, mais on retrouve encore cette similitude dans l'acoustique, dans le fait de la recherche de la résonance, et là on se retrouve avec la même chose ici à Malte. C'est ça que je trouve impressionnant, c'est qu'on se retrouve avec encore une fois des anomalies, le fait de vivre sous terre, le fait d'avoir encore de la résonance. En fait, on retrouve à chaque fois des points de corrélation à l'autre bout du monde où on peut se dire pourquoi les humains à ce moment-là, et là en plus c'est même pas du tout à la même époque parce que les grottes de Barabar sont datées au minimum de 2400 ans. Là, on est au néolithique, donc 6000 ans. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette recherche de résonance? Quel était le but? Et ça, on n'arrive pas à donner de réponse aujourd'hui. Mais ce que je trouve génial, c'est que malgré ça, les humains ont pensé à la même chose au même moment. Ou alors, il y a eu une façon de se transmettre cette information, comme quoi la résonance était importante. Pourquoi? On ne le sait pas, mais en tout cas, on retrouve des similitudes. À la différence de Derinkuyu et Matyat, ce n'est pas un lieu de refuge, c'est un lieu spirituel, vraiment un pont entre le vivant et les morts. C'était vraiment, selon ce qui est dit, un endroit qui permettait de se connecter avec le spirituel. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas, à tout ce qui est spirituel, ça je vous laisse vous faire votre avis. Moi je vous parle de ce que je retrouve comme information parce que je n'ai pas encore eu la chance d'aller là-bas. Mais pourtant, il a fallu quand même pour construire cet endroit des technologies nécessaires pour l'aérer, pour l'organiser, pour faire en sorte qu'on puisse quand même vivre dedans, parce que c'est littéralement dans la roche, et ça rappelle étrangement ce qu'on peut voir, notamment à Derinkuyu, qui a été fait normalement des milliers d'années plus tard. Comme dans tous ces lieux, on a toujours des théories un peu alternatives et loufoques. Moi, je vous en parle des fois, certaines je les trouve intéressantes, certaines je trouve qu'elles poussent un peu trop loin. Là, une des théories, c'est qu'aujourd'hui, cette porte, cet endroit, l'hypogée, emmène, d'après les théories alternatives, vers un réseau souterrain plus vaste, aujourd'hui scellé. Et des rumeurs parlent même de crânes allongés. Alors vous avez peut-être vu ça parce qu'on a retrouvé ces crânes aussi au Pérou et ça avait fait pas mal de bruit, notamment sur d'autres momies qu'on avait retrouvées comme les momies tridactylées. C'est des momies avec 3 doigts très longs, où littéralement on peut imaginer que c'est des momies d'aliens. Là c'est pareil, on parle de ces crânes qu'on avait retrouvés aussi au Pérou, et là il y aurait peut-être, d'après des théories, des crânes aussi là-bas, et qui pourraient expliquer qu'il y aurait littéralement un peuple différent qui vivrait sous terre, et qui aurait justement ces crânes allongés, et ce serait justement les vestiges de cette civilisation-là. Évidemment il n'y a aucune preuve solide, ce sont que des légendes, mais je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que quand on regarde vraiment, on trouve des similitudes partout dans le monde, sur certains monuments qui sont encore inexpliqués aujourd'hui. Mais malgré tout ça, il existe un autre lieu, encore plus étrange, où on ne sait ni comment, ni pourquoi, ni par qui, et cette fois c'est en Chine, ce sont les grottes de Longyu. Bienvenue dans les grottes de Longyu, en Chine. Découvertes par hasard en 1992, ces cavernes se trouvent dans la province de Zhejiang. Elles ont été creusées dans une roche extrêmement dure, sur plusieurs niveaux, et couvrant plus de 30 000 mètres carrés. 30 000 mètres carrés, et à certains endroits, le plafond fait jusqu'à 30 mètres de haut. Là, on rentre dans quelque chose qui est spectaculaire. C'est-à-dire que creuser une aussi grande masse de roche, ça tient vraiment de la prouesse. Parce que c'est gigantesque, et on ne peut pas expliquer ni quand, ni pourquoi, ni comment, ni par qui, ni dans quel but, ni rien. On ne sait rien de cet endroit, à part que c'est gigantesque et c'est sous terre. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun texte ancien de construction, aucune trace historique, aucun outil retrouvé, rien. C'est le néant cet endroit. Je trouve ça encore plus fascinant. Les parois sont finement sculptées avec des fois des motifs géométriques vraiment très précis, comme si elles avaient été polies avec des machines
modernes, il y a des sculptures contre les murs qui peuvent donner un petit peu l'image de ce qu'on peut retrouver en Égypte. Vraiment un lieu fascinant parce que aujourd'hui, vous savez que les techniques de construction de l'époque, c'est un peu ce qui remet un peu en question les connaissances qu'on a de ces peuples-là, notamment les murs cyclopéens, qui me fascinent aussi, parce que c'est des techniques qu'aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer comment ça a été fait et qui seraient très compliquées à reproduire malgré nos machines modernes. Et là on est typiquement dans un cas comme ça. Et surtout il y a certaines théories qui disent que ces grottes de Longyu, il aurait fallu des milliers d'ouvriers et des décennies pour les réaliser, mais pourquoi ? Finalement, pourquoi faire ça ? Un refuge, des tombes, des réservoirs d'eau, toutes ces théories ne correspondent pas parce que c'est beaucoup trop grand, surtout pour le réservoir d'eau, et que c'était trop organisé pour que ce soit naturel et à la fois trop parfait pour que ce n'ait pas une fonction spécifique. Donc on se retrouve vraiment dans un mystère, mais vraiment ouvert. Donc si vous avez, vous, des théories, des alternatives, des idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on est là pour ça, pour que potentiellement, si vous avez même eu la chance de visiter ces endroits-là, que vous donniez votre avis, votre ressenti sur ces endroits très mystérieux. Malheureusement, j'ai pas grand-chose de plus à dire vu que le mystère de cet endroit reste complet. J'espère pouvoir encore une fois aller dans tous ces endroits un jour pour vous emmener avec moi et les voir de mes propres yeux et vous les montrer. Mais je trouve ça fascinant qu'aujourd'hui on n'ait vraiment aucune trace d'un lieu aussi gigantesque. 30 000 mètres carrés, c'est quand même pas négligeable, mais il faut croire qu'il faut passer au-dessus. Pour conclure tout ça et avant de passer à est-ce qu'on vit encore sous terre aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une conclusion de tout ça. On a vu 4 lieux impressionnants, Derinkuyu, Matyat, qui sont fondamentalement similaires et dans le même pays, qui sont littéralement des endroits où on a vécu pour fuir quelque chose, que ce soit un cataclysme mondial, un changement brutal dans la température. Le côté guerre et se cacher du pouvoir, j'y crois moins, parce que pour moi, on ne fait pas qu'une seule sortie quand on veut se cacher de quelqu'un, et surtout, on n'organise pas tous ces tuyaux et tous ces endroits, tous ces lieux de vie pour y rester qu'un temps. Parce qu'une guerre, à part celle de 100 ans, ne dure normalement pas très longtemps et pas aussi longtemps. Mais pour moi, Longyu et Safleni, je suis désolé, c'est vraiment trop dur à dire, c'est pas la même chose que Derinkuyu et Matyat. C'est des lieux encore plus inexplicables, avec de la résonance, avec 30 000 mètres carrés de lieux de vie pour Longyu. C'est juste fascinant. J'espère que vous l'êtes autant que moi. Et si du coup, il y a des gens qui ne seraient encore jamais remontés aujourd'hui? Il y a des théories et des hypothèses et même des légendes qui parlent d'un peuple qui vivrait encore sous terre. En Asie, on parle de l'Agartha. C'est un royaume caché sous l'Himalaya, dirigé par le roi du monde. Ce serait un endroit où la paix serait la plus parfaite, où les gens auraient le plus de connaissances, où ce serait le meilleur endroit pour vivre, et du coup ce serait sous terre. Et dans certaines traditions bouddhiques, ces êtres vivraient dans des cités de lumière, à l'abri du chaos et de la surface. Et en Occident, la théorie de terre creuse, on imagine des tunnels reliant les pôles à un monde intérieur habité. Donc même en Occident, on a justement des théories qui diraient que, moi j'avais vu ça il y a pas longtemps, je vous en avais parlé justement dans la vidéo que je vous ai indiqué au début, où il y aurait des tunnels qui relieraient la Turquie au centre de l'Europe, mais des tunnels gigantesques, alors jamais été prouvé, mais ça voudrait dire qu'il y a encore des gens qui les creusent et qui vivraient sous terre. Donc il y a des légendes encore qui racontent tout ça, évidemment il n'y a aucune preuve scientifique de tout ça. Ces légendes traduisent quelque chose d'un peu plus profond, ce serait que l'idée que l'humanité se soit cachée sous terre et ne serait jamais revenue à la surface, pour se cacher justement de quelque chose. Aujourd'hui on a des trucs similaires, des bunkers militaires, des bases de données, des laboratoires, la zone 51 qui est sous terre, enfin voilà. Les humains continuent à vivre et à se cacher sous terre. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec le monde, les potentielles guerres nucléaires, les catastrophes naturelles, et que quand j'enregistre cette vidéo, hier littéralement, l'ouragan en Jamaïque à 300 km/h vient de ravager la Jamaïque. Voilà, peut-être qu'à cette époque-là, les cataclysmes étaient beaucoup plus énormes et qu'on a décidé de se cacher sous terre pour une plus longue période. On le sait pas, mais aujourd'hui, on le fait encore. Et comme je donnais avec l'exemple des bunkers en Suisse, quand on a peur de quelque chose et quand il faut se cacher de quelque chose, on va sous terre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Europe, à Helsinki, en Finlande, du coup, il existe un plan d'aménagement complet sous la ville. C'est des abris anti-bombes, des piscines, des églises, des réseaux énergétiques. C'est littéralement une ville parallèle qui est sous la ville d'Helsinki. Je ne le savais pas, je l'ai appris là, littéralement en vous le racontant. Et pour le coup, je trouve ça fascinant parce qu'on retrouve les mêmes schémas qu'on a pu avoir à Derinkuyu et à Matyat. Et donc ça voudrait dire, un peu en conclusion, est-ce que notre avenir ressemblerait à ce qui s'est passé dans le passé, qu'il faudrait vivre dans l'obscurité et sous terre en fonction de ce qui va se passer, que ce soit politique ou environnemental? Je pense que seul l'avenir nous le dira malheureusement. On
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à écouter autant que moi à vous la raconter. Je trouve ça fascinant, ces mondes souterrains, ça prouve qu'on a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas de notre histoire et de notre terre tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Mon goal sur cette chaîne serait d'arriver à 1 million d'abonnés, je vous l'ai déjà dit. J'espère y arriver avec des futures vidéos, des futurs reportages qui vont arriver sur cette chaîne. Merci encore une fois de votre soutien et de vous abonner, de liker, de commenter, de partager à vos proches et aux personnes à qui ça pourrait intéresser ces sujets qui sortent de l'ordinaire. Merci de votre soutien encore. C'était Anil et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.